La refondation des forces de défense et de sécurité est en marche. La police et la gendarmerie poursuivent les exercices pratiques de maintien de l'ordre pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Week-end d'élections en Afrique. Victoire de Museveni en Ouganda et de Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Les Nigériens, eux, connaîtront leur nouveau président à l'issue du vote de dimanche. Une exposition sur l'Allemagne. Elle se déroule au Goethe Institut à Lomé. L'Allemagne à découvrir à travers son histoire, sa civilisation et sa culture. Voilà pour les titres. Bonsoir. La ville de Sharm el-Sheikh en Égypte accueille les 20 et 21 février le forum Africa 2016 des affaires et investissements, un rendez-vous des dirigeants politiques et des chefs d'entreprises africains pour renforcer les liens commerciaux sur le continent afin d'accélérer l'intégration africaine. Le chef de l'État togolais est représenté à ce forum par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos éditions ultérieures. Le maintien de l'ordre public avec professionnalisme, c'est l'exercice auquel se livrent les unités de police et de gendarmerie depuis quelques semaines. Elles sont encadrées à gérer les manifestations de rue et autres soulèvements populaires avec tact et éviter les bavures. Ce recyclage s'est déroulé dans plusieurs villes du pays. Les images de Kara avec Nestor Mouzou. La scène se passe au Gondwana, un pays imaginaire. Les étudiants de l'université du Gondwana sont en colère. Ils réclament le paiement immédiat de leur bourse et tranche d'aide sociale. Les négociations avec les autorités universitaires n'ont pas permis de faire retomber la tension. Les délégués ont demandé à leurs camarades étudiants d'entreprendre une série de manifestations pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Le préfet a été informé, a pris le dossier en main. Il convoque une réunion avec les délégués. Alerter les forces de l'ordre et de sécurité prennent position au lieu de la rencontre. Une rencontre qui se solde par un échec. La tension est au paroxysme. Les forces de l'ordre sont obligées d'exfiltrer le préfet à l'arrivée de la foule des manifestants. Ces forces de l'ordre tentent de contenir les manifestants pour éviter des actes de vandalisme. Voilà résumé la situation. C'est donc une situation qui a été imaginée. Un exercice pour permettre un recyclage des forces de sécurité pour maintenir l'ordre dans des cas réels. Ils ont commencé ce que nous appelons les bons offensifs. Et les véhicules aussi suivent par l'arrière. Le peloton de contact aussi est divisé en deux pour prendre les deux entrées du stade. Sur instruction du ministère de la Protection civile et de la sécurité, depuis une semaine, les forces de sécurité du 4e secteur de gendarmerie et de police se sont regroupées ici à Kara pour suivre un certain entraînement dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des unités d'intervention de la gendarmerie et de la police. L'objectif visé est non seulement de renforcer les capacités opérationnelles et le drill, mais surtout aussi permettre aux forces de police et de gendarmerie de travailler sous un commandement unique. Donc accroître leur aspect opérationnel, gage de l'efficacité et aussi garantir l'absence de bavure. En procédant à la refondation des forces de l'ordre, de sécurité et de défense en juin 2014, le président de la République, Faure Gnassingbé, a assigné à ses forces le professionnalisme dans l'action. Cette session de recyclage répond à ce souci. La sécurité, c'est aussi la protection de nos côtes contre le phénomène de l'érosion. Chaque année, la mer engloutit plus d'espace, gagne du terrain, se rapproche des habitations et menace les populations. Le gouvernement, avec l'appui de l'UMOA, essaie d'endiguer le phénomène qui reste toujours préoccupant. Les ressortissants de la région des lacs, eux non plus, ne baissent pas les bras et se sont même constitués en association pour faire face plus efficacement à ce problème. Ramdan Bassina. L'érosion côtière avance à grands pas et avec elle des conséquences socio-économiques et environnementales très déplorables. Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement, déjà en 2008, a élaboré un programme national de lutte contre l'érosion côtière. Il a par ailleurs adhéré au programme régional de l'UMOA en ce sens et a pris des décisions interdisant le prélèvement du sable et du gravier marin sur toute l'étendue du littoral togolais. Le cri de cœur des populations des zones côtières a été entendu
jusqu'à la COP 21. Et ce cri de cœur a été transporté, disons, par le chef de l'État lui-même, parce qu'il a déclaré devant ses pairs que c'est la préoccupation majeure qu'il a fait faire le déplacement de Paris. Aujourd'hui, c'est la société civile qui s'engage à jouer sa partition. L'association pour le développement de la commune d'Anéro à Dekane et les collectivités côtières du littoral Lomé Anéro sont ici à la recherche des solutions pour lutter contre le phénomène. Nous allons parler de 3 panels. D'abord, quelle va être la cartographie de la côte togolaise d'ici 2030. Ensuite, un autre panel va parler de la requalification de la ville d'Anéro. Et ensuite, un 3e panel qui, à mon sens, est l'essentiel, c'est-à-dire la recherche de fonds, la mobilisation de fonds pour rendre possible la lutte contre l'érosion côtière. Un plan de protection de la côte prévoit 3 phases dans l'exécution des travaux. Dans l'urgence, il s'agit de protéger la côte depuis l'hôtel Ramatou à Gbodjomé, d'Agodrafo à l'embouchure du lac Togo et de Gbodjomé à Agodrafo. Des travaux qui devraient coûter plus de 26 milliards de francs CFA. Sur un tout autre registre, l'autorité de régulation des marchés publics a tenu une rencontre d'échange avec les institutions bancaires de la place. Celles-ci ont été instruites sur les procédures à suivre pour mieux accompagner les entreprises dans la constitution de leurs dossiers d'appel d'offres. Eric Janikbo, Silver Abdou, reportage. L'autorité de régulation des marchés publics RMP dans une nouvelle approche, l'harmonisation des systèmes des marchés publics au Togo. Ce mécanisme nécessite donc l'engagement de tous les acteurs, surtout les banques et les établissements financiers qui jouent un rôle de premier plan dans les commandes publiques. D'où cette plateforme d'échange sur le contenu des documents bancaires afin de relever les défis qui s'imposent pour mieux accompagner les soumissionnaires dans les passations des marchés publics. Il est apparu que certains de ces documents ne comportent pas les termes qui sont exigés par les autorités contratantes dans les dossiers d'appel à concurrence, ou bien sont des termes pas très clairs, et ce qui fait que les soumissionnaires perdent leur marché et on n'arrive pas à gagner ces marchés. Et partant, les autorités contratantes n'arrivent pas à voir leur projet réalisé à temps. Il se révèle que souvent, les offres de soumission sont rejetées par les banques pour insuffisance dans les formalités. Une situation que veut corriger l'autorité de régulation des marchés publics pour faciliter une meilleure maîtrise des procédures. La RMP, en sa qualité de régulateur du système, a organisé la présente rencontre pour échanger avec ses responsables pour que nous puissions discuter des voies et moyens, trouver des voies et moyens qui nous permettront d'améliorer ce qui se passe aujourd'hui. La réglementation est là, mais notre rôle, notre mission est d'informer, de sensibiliser et de former les acteurs de la commande publique. C'est ce que nous avons tenu à faire pour que les choses aillent mieux. Pour atteindre cet idéal, l'ARMP attend vulgariser ces dispositions pour permettre aux entreprises de saisir le contenu des documents bancaires afin d'éviter désormais les lenteurs dans l'exécution des marchés publics. Politique, il y a juste quelques semaines, le gouvernement togolais prenait un décret qui reconnaissait officiellement le chef de file de l'opposition. Nous revenons ce soir sur le rôle de celui-ci dans une démocratie, son statut, sa mission, de même que les avantages liés à son poste. Arnold Kiliou. Le chef de file de l'opposition est, selon la loi numéro 2013-015 du 13 janvier 2013 portant statut de l'opposition, le premier responsable du parti politique appartenant à l'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale lors des dernières élections législatives. En réalité, c'est le leader du parti qui obtient le plus grand nombre de sièges au Parlement après le parti majoritaire qui devient automatiquement le leader, ou bien le chef de file
de l'opposition. Ce qui veut dire que concrètement, c'est le peuple qui choisit le chef de file de l'opposition. Et ce chef de file de l'opposition peut perdre son statut, par exemple en cas de défaite électorale, ou bien si en cours de législature, il intègre le parti au pouvoir. Dans ce cas, c'est le parti, ou bien le leader du parti qui était arrivé en 3e position lors des dernières élections législatives, qui devient du coup le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition dans ses missions est lié à 2 obligations essentielles. Il faut dire que le chef de file de l'opposition a essentiellement 2 obligations. D'abord, une obligation de représentation de l'opposition, ce qui fait que le chef de file de l'opposition doit être présent à toutes les manifestations officielles, à toutes les cérémonies officielles. Ensuite, il doit jouer une fonction de coordination de l'action de l'opposition. Donc, les actions de l'opposition doivent être menées dans un cadre républicain et il revient au chef de file de l'opposition de coordonner l'action de l'opposition. Au regard de ses responsabilités, le chef de file de l'opposition se voit reconnaître un certain nombre d'avantages. Reconnaître le statut de chef de file de l'opposition, c'est accorder une prime de reconnaissance aux 2e parties du pays et en particulier à son chef. Ce qui fait que le chef de file de l'opposition se voit reconnaître un certain nombre d'avantages. Par exemple, il peut être membre de droit du bureau de l'Assemblée nationale. Il peut bénéficier de la couverture de toutes les activités liées à son statut. Il peut disposer d'un droit de réponse, de réplique aux messages médiatisés du chef de l'État ou aux interventions du chef de l'État ou bien du chef du gouvernement. On peut même lui confier des missions spécifiques dans les rues nationales ou internationales. On doit reconnaître ou bien attribuer au chef de file de l'opposition des avantages matériels ou financiers. Donc, par exemple, les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions, par exemple la tenue du secrétariat, ses déplacements, ses recherches, on doit mettre à sa disposition un véhicule de commandement. En instituant le statut de chef de file de l'opposition, l'État reconnaît toute la place qui revient à l'opposition dans la construction d'un État démocratique et surtout voir l'opposition jouer pleinement son rôle. Le chef de file de l'opposition est donc un contrepoids au pouvoir en place. En Ouganda, ce rôle est incarné par Kizza Besigye qui conteste les résultats de la présidentielle tenue vendredi et qui consacre le président Yoweri Museveni vainqueur. Pour le leader de l'opposition, il s'agit d'une parodie d'élection. Selon les résultats provisoires, le président sortant est crédité de plus de 60% des suffrages. À 71 ans, Yoweri Museveni cumule déjà 30 ans de pouvoir et cette réélection constitue pour lui un 5e mandat. En Centrafrique, c'est Faustin Archange Touadéra qui est donné vainqueur des élections, selon les résultats encore provisoires proclamés par l'autorité nationale des élections. Il dame ainsi le pion à son challenger, Anissé Georges Dologele. Ces résultats devront être confirmés par la Cour constitutionnelle dans les 15 jours. Les défis qui attendent le nouveau président concernent le rétablissement de l'autorité de l'État, la restauration de la sécurité pour tous et le retour des personnes déplacées vers leur milieu d'origine. Élection encore, et c'est ce dimanche au Niger. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, affronte 14 concurrents. Là encore, beaucoup de défis attendent celui qui sera élu. Ils concernent surtout l'accès aux services sociaux de base, santé, éducation. Premier accouchement du jour. Ne pousse pas. Et premier cas d'urgence pour Madina Yama. Tu ne peux pas avoir les premiers jumeaux qui sont coincés. Attends, madame. La mère est arrivée très tard, il faut sortir des jumeaux par césarienne. Doucement. Le
service de réanimation les attend. C'est une petite salle remplie de bébés. Dans un coin, les médecins sauvent les 2 nouveau-nés. C'est bon. Après 2-3 minutes de réanimation, de ventilation, tout est rentré dans l'ordre. Presque un miracle. On n'a pas assez de matériel, juste un ballon pour ventiler les 2. L'équipe du professeur Nayama ne travaille pas, elle combat. Tous les jours pour trouver des places pour les mamans ou pour gérer des malaises. Cette jeune fille de 17 ans vient de perdre son bébé. Elle veut voir le nouveau-né. Vous l'accompagnez sous son lit, s'il vous plaît. Vous l'accompagnez. Au Niger, l'enfant est un don de vie, nous dit le médecin. Mais le taux de fécondité impressionnant, c'est du concret ici. Et cela l'inquiète. Il faut penser aussi à ce qu'on va laisser demain pour nos enfants. Éduquer les enfants après leur naissance, c'est pas facile. Payer la scolarité, c'est pas facile. Trouver un job, excusez-moi, un travail pour tout le monde, ce sera encore difficile. Soigner tout ce peuple-là, après, dans 10 ans, 15 ans, ça va être difficile. Direction la Brousse, au nord de Niamey, le village de Soudouri-Gorou. Les bébés sont devenus des écoliers et ils s'entassent à 40 dans la classe de Zachary. Voilà comment ça se fait. Le directeur est seul. Les 3 autres professeurs sont en grève. Leurs salaires n'ont pas été payés. Leurs enfants sont venus quand même. Aujourd'hui, certains ne feront qu'attendre. Je prévois des leçons à faire et je n'arrive pas à dispenser les cours là. Je n'arrive pas à les présenter compte tenu du fait que je passe la moitié du temps avec les autres. Et ce qui fait que des fois, quand ils viennent, pour ne pas les laisser errer dans la cour, ne pas nous déranger, je leur conseille d'aller à la maison. Mais Zachary garde l'espoir pour ses petits. Bientôt, les professeurs reviendront. Ils travailleront dans des classes en dur offertes par une ONG. La saison des pluies, qui fait s'écrouler les paillotes, n'empêchera plus les enfants d'étudier. Au Togo, l'éducation et la formation professionnelle constituent une priorité. L'État est relayé dans ses actions par des bonnes volontés engagées dans la lutte contre la pauvreté. C'est le cas de ce centre de formation qui prend en charge les jeunes filles déscolarisées à Dapan. Le reportage est signé Augustin Kossi, Prudence Zissou. CAFTIS, centre artisanal et de formation en tissage au cœur de la direction régionale des affaires sociales de Dapaon. Divers métiers de l'artisanat y sont enseignés, notamment la couture, la broderie, la teinture et le tissage. Ils recrutent des jeunes filles déscolarisées issues des milieux défavorisés. C'est une initiative privée soutenue par de bonnes volontés. La promesse, c'est que si nous avons des jeunes gens, garçons ou filles, vulnérables, qui veulent bien apprendre l'artisanat, nous avons la possibilité de les mettre là-bas. Il va s'en occuper sans demander de payer quoi que ce soit. C'est cette garantie qui nous a encouragés à lui laisser cet espace. Depuis la création de ce centre en 2009, une centaine de jeunes filles déscolarisées a été formée et beaucoup se sont déjà installées à leur propre compte. Et pour celles qui y sont actuellement, les motivations sont grandes. À part la couture, je sais faire le tissage, la broderie, je sais faire la tapisserie. La formation, je peux faire ouvrir l'atelier. Maintenant, c'est ça là qui est bon. Parce que je sais que si j'ai appris ça là, ça va être mieux pour moi. Je fais le tissage d'âme et les sacs aussi. Après la formation, on va ouvrir notre atelier pour former les enfants aussi comme notre apprenti. Et tisser les bons pagnes pour envoyer dans les villes ou bien dans les villages. Ce centre a été créé pour des produits locaux comme les pagnes traditionnels et les boubous traditionnels. Après tout, il y a eu la formation aussi de nos apprentis qui sont là et qui ont abandonné les études pour les permettre de réussir dans leur avenir. La formation dure en moyenne 3 à 4 ans et est sanctionnée par le CFA, certificat de fin d'apprentissage. Le centre entend s'ouvrir à d'autres formations artisanales et devenir une référence dans la région, ce qui va créer sans doute des emplois, générer des revenus pour l'amélioration du niveau de vie des jeunes filles. On s'intéresse maintenant à un fruit, la papaye, fruit d'une très grande richesse vitaminique qui contribue à la défense de l'organisme et facilite la digestion.
La papaye possède aussi des propriétés antioxydantes qui lui permettent de jouer un rôle efficace dans la protection contre le cancer et le vieillissement cellulaire. Tchazinambaga. Fruit exotique originaire du Mexique, la papaye de son nom scientifique Carica papaya possède tous les atouts pour être régulièrement consommée. Légère et délicieuse, elle contient une diversité de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. En dehors de la vitamine A, on trouve de la vitamine C qui est très important aussi pour lutter contre la fatigue. Il y a quelques du groupe B qui sont aussi très importants pour les problèmes neurologiques, surtout dans le cas des dépressions. Et c'est un fruit également qui est riche en eau. Son apport en eau va jusqu'à 80%. Il existe de nombreuses variétés de papaye. Au Togo, la papaye ordinaire encore appelée Adouba ou Somoré et la variété Solo sont les plus commercialisées. Bien que sucrées, elles sont pauvres en calories et riches en fibres, des propriétés qui leur confèrent des vertus thérapeutiques. Elle facilite la digestion, donc elle lutte contre la constipation et les conséquences de la constipation qui peuvent aller jusqu'au cancer du côlon. Elle est riche en ce que nous appelons les antioxydants. Et parmi ces antioxydants, nous pouvons citer les flavonoïdes et les caroténoïdes qui sont très importants pour la santé, pour l'immunité, la défense même de l'organisme et le ralentissement de la vieillesse de l'organisme grâce à la papaye. Donc, la papaye contient également un antioxydant très puissant, vous pouvez le trouver dans les pharmacies, on appelle le silicium. Et c'est un fruit qui est recommandé lorsqu'on veut perdre du poids. Aliment aux multiples qualités et bienfaits pour la santé, la papaye est indiquée à tout un chacun dans le contexte d'une nutrition équilibrée. Tout le monde peut l'en manger. C'est un des fruits qu'on peut introduire dès qu'un enfant a 6 mois. C'est un des fruits qu'on peut introduire, il est facile à manger, on peut le mélanger à beaucoup de plats, on peut le prendre sous forme de jus, sous forme de salade, en tout cas c'est un fruit passe-partout et à tout âge. Les diabétiques, les hypertendus, les personnes insuffisantes et rénales, tout le monde peut en manger la papaye sans contre-indication. Outre le fruit, les graines de papaye sont aussi comestibles. Bien que leur saveur poivrée les rend légèrement amères, elles interviennent dans la prévention des problèmes liés à l'insuffisance rénale, la dépuration du foie et l'élimination des excès de graisse dans l'organisme. Pour conserver la papaye, il est conseillé de la cueillir mûre et de la garder dans un endroit propre à la température ambiante. Direction le Goethe-Institut de Lomé pour cette exposition dénommée Deutschland in Koffer. Toute l'Allemagne dans une valise, une installation multimédia qui fait découvrir l'Allemagne à travers des clichés mis en scène avec humour. Sonia Menikbo, Gérald Agoutou. Deutschland im Koffer, entendez toute l'Allemagne dans une valise. C'est le nom donné à cette exposition inédite. C'est l'Allemagne répartie dans 2 valises, l'une contenant des clichés sur l'Allemagne, ses réalités et l'autre consacrée à la langue allemande avec sa beauté, souvent inconnue, et ses nombreux atouts. Ça montre un peu l'Allemagne en détail, un peu les statistiques, les réalités, les faits. On voit les chiffres, on voit les images des gens, on va voir la diversité d'Allemagne. Mais on va voir aussi les stéréotypes, les clichés. Qu'est-ce qu'on sache sur les Allemands? On pense que les Allemands sont comment? On voit ça avec le petit doigt, avec le chapeau rouge. Ça, eux, ils montrent un peu ce qu'on pense les Allemands sont comment. Mais je veux dire qu'on doit toujours se demander, on a 80 millions d'habitants. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Cette exposition vient renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les 2 pays. Nous avons des fortes relations culturelles entre l'Allemagne et le Togo. Ça se base sur une brève histoire commune, 30 ans. Et je crois que c'est une relation spéciale. Et donc pour moi, comme l'ambassadeur, c'est vraiment un honneur d'être ici et représenter l'Allemagne dans un pays comme le Togo.
Et bien sûr, nous avons aussi des relations culturelles, économiques, mais aussi des bonnes relations politiques. À travers cette installation multimédia, les visiteurs découvrent davantage sur le pays. Une idée originale qui séduit plus d'un. Je trouve la chose très extraordinaire parce que tout un pays, et puis qu'on nous dise qu'on a le pays dans 2 valises, ça permet à nos élèves de venir bien voir les réalités sans toutefois voyager, aller en Allemagne. Donc c'est un raccourci pour nous de montrer aux élèves les réalités vraiment que l'Allemagne a vécu ou bien que nous vivons en Allemagne. C'est une motivation pour nous les enseignants et c'est aussi une motivation pour nos élèves. La dite exposition est conçue en Allemagne. Elle sera mise en relief dans différents pays d'Afrique. Toute l'Allemagne dans une valise, c'est du 19 février au 11 mars 2016 au Goethe Institut à Lomé. L'exposition est ouverte de lundi à samedi à partir de 9h. Et puis, tournoi de pelote basque à Klonougba-Seva dans la préfecture de Lagou. 9 écoles primaires ont compéti. La pelote basque est une nouvelle discipline en pleine vulgarisation dans le pays. Les jeunes joueurs ont reçu la visite du ministre des Sports, Modeste Kouma. Arobo Kofi est le vainqueur de ce tournoi de pelote de basque, un jeu peu connu. Il a dominé Ezukomi 10-6 en finale. Ces 2 joueurs ont déjà représenté le Togo au championnat du monde de la discipline en Espagne. Je suis content de ce jeu. C'est une chance pour moi, ou bien c'est une chance pour nous, pour ce jeu qui se déroule à Klonougba-Seva. J'ai commencé à jouer la pelote basque en classe de CE1 jusqu'à arriver en classe de la seconde. En 2015, j'ai été en France pour faire quelques stages pour aller en Espagne pour jouer la Coupe du Monde. Nous étions allés en Espagne et nous avons rencontré des gens qui sont très géants. En double, le PP Klonougba-Seva a battu son homologue de Katia par 6-0. Ce premier tournoi a regroupé 9 écoles primaires de l'inspection d'Agou. Il y a près de 8 ans que nous pratiquons le jeu. Il faudrait quand même avoir une occasion pour pouvoir démontrer ce jeu au public. Donc nous avons préféré Klonougba-Seva parce que c'est le siège, c'est la naissance, le lieu de la naissance du jeu. Donc plusieurs écoles, les écoles qui jouent, on les a invitées pour participer à ce championnat. Nous avons l'idée d'amener cette discipline avec l'aide de M. Zanou, directeur de l'école de Klonougba-Seva, au Togo, où nous avons initié d'abord les enfants et ensuite créé le club. Divers prix ont été remis aux joueurs et les meilleurs sont repartis avec des trophées. La pelote de basque consiste à envoyer à la volée ou après un rebond la pelote contre un mur principal appelé fronton afin qu'elle ne retombe pas sur l'aire de jeu dit cancha. La pelote de basque est introduite dans la localité de Klonougba-Seva par l'association Togo 19 depuis bientôt une dizaine d'années. Voilà, cette information sportive met fin à cette édition. Toutes mes excuses pour la mauvaise qualité de ma voix. Vous retrouverez Edem sous support à 22h30. Au revoir.